Mais la répétition, le temps, nous montre toujours le vrai visage des gens. Parce que nous marchons selon des schémas automatiques, des schémas habituels. Et donc, en observant, si on prend le temps d'observer les gens, on va pouvoir déduire certaines informations d'elles, même si leur bouche dit des choses, parce qu'on aura observé, on aura vu comment la personne se comporte, comment elle parle aux autres. Parce que les gens peuvent faire semblant vis-à-vis de nous, mais comment est-ce qu'ils parlent aux autres? Bienvenue à tous et bienvenue à toutes sur Un peu de sagesse au quotidien, le podcast où nous appliquons la sagesse divine à notre quotidien, ceci afin de vivre le bonheur au quotidien. Je suis Gaëlle et à chaque épisode, je te présente une clé pour un outil pour vivre le bonheur au quotidien. Est-ce que cela veut dire que ta vie sera radicalement changée immédiatement? Non, pas forcément, mais l'application peut t'y aider. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Book Club avec ce livre Sherlock Holmes, Étude en rouge, le signe des 4 de Conan Doyle, Arthur Conan Doyle. Alors j'ai un peu changé pour ceux qui sont des habitués de ce podcast, j'ai beaucoup parlé d'Agatha Christie. Aujourd'hui on passe un peu sur un autre auteur, Sherlock Holmes avec Arthur Conan Doyle. Une très belle lecture, bien évidemment, pour ceux qui ont déjà vu les films, vous connaissez un petit peu le topo, voilà, c'est de l'enquête, des meurtres, du policier. Voilà. Et dans ce livre-là, j'ai tiré, bon, je ne l'ai pas encore terminé, mais il y avait tellement 4 belles leçons que j'ai voulu partager, sinon on peut tirer des milliers de leçons dans le livre. Mais aujourd'hui, je vais te partager 4 leçons et que j'estime être des clés du succès. Quand on va regarder souvent les gens qui ont réussi, quand je regarde souvent les podcasts, tout ça, je vois ce type de clés revenir, que ce soit dans le monde du travail ou tout simplement dans les relations. En général, les deux sont souvent intimement liés, puisque que ce soit dans le travail, nous sommes en lien avec des personnes, des êtres vivants. Alors, entrons directement dans quelques clés que le docteur Watson et Sherlock Holmes vont nous présenter afin bien évidemment d'améliorer notre quotidien, vivre le bonheur au quotidien. La première des clés, c'est une question: quels sont mes défauts? Voilà, quels sont mes défauts? Est-ce que vous vous connaissez? Alors, sur ce podcast, on parle souvent beaucoup d'introspection. Je te partage souvent des questions qui sont intéressantes à se poser par rapport à la vie, la manière dont on vit et la manière dont la société nous pousse à vivre. Il y a un système qui est mis en place, nous entrons, nous atterrissons là-dedans, un système avec ses rouages, ses clés, ses lois, ses règles qu'il faut comprendre, parfois l'accepter, parfois s'en détacher. Ça va dépendre maintenant de ce que nous voulons, ce à quoi nous aspirons. Alors, c'est une première question dans la rencontre de Sherlock Holmes, c'est le docteur Watson. Parce que dans le livre, je ne me rappelle plus comment dans le film c'était, mais dans le livre, ils vont se rencontrer et ils vont commencer à cohabiter. Et l'une des premières questions, quand ils vont se rencontrer, quand le docteur Watson, du coup, avec un ami, vient rencontrer Sherlock Holmes, c'est, voilà, ils font leur présentation et Sherlock Holmes pose cette question que je trouve très essentielle, très intéressante, c'est quels sont mes autres défauts? Je vais te lire un extrait. Voyons quels sont mes autres défauts. Ah oui, de temps à autre, j'ai le cafard, je reste plusieurs jours de suite sans ouvrir la bouche. Il ne faudra pas croire alors que je vous boude, cela passera si vous me laissez tranquille. À votre tour maintenant, qu'est-ce que vous avez à avouer? Il vaut mieux que deux types qui envisagent de vivre en commun connaissent d'avance le pire l'un de l'autre. Voilà, une clé que je trouve très essentielle. Mais parfois on banalise, on se concentre souvent sur nos points forts. Quand on va sur écouter tout ce qui est développement personnel ou autre, même en général, on nous demande souvent de nous concentrer sur ce qui va bien. Ce n'est pas faux. C'est important de connaître quels sont ses points forts, ses capacités et tout, et pouvoir en tirer le maximum. Mais de la même manière, en ce qui concerne les relations, c'est aussi important de savoir quels sont nos défauts. Rappelle-toi cette parole de sagesse qui dit, avant de regarder la paille qui est dans l'œil de ton voisin, regarde d'abord la poutre qui est dans le tien. Et j'ai souvent beaucoup parlé ici par rapport au fait de s'examiner. Rappelle-toi sur les 10 conseils pour avoir de meilleures relations, je t'avais dit on commence d'abord par soi. Et donc connaître ses défauts permet également d'une certaine manière, et connaître les défauts des autres, permet également de savoir si on peut s'entendre ou pas. Parce que parfois on regarde juste au bon côté, voilà, aux avantages, au bon côté des individus et on est attiré par ça. Chacun d'entre nous avons nos avantages et nos inconvénients, si on peut le dire ainsi. Et donc on va parfois juste regarder au bon côté des autres et être attiré par ça et nous mettre en relation, que ce soit des relations intimes ou des relations amicales ou au travail. On va s'investir plus parce qu'on a vu quelque chose qu'on aimait bien chez cette personne-là.
sans penser à ses défauts. Parce que tout le monde a des défauts, qu'on le veut ou qu'on ne le veuille pas. Qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, on a tous des défauts. Et le problème, c'est que tout le monde n'est pas capable d'accepter tous nos défauts. Ça aussi, il faut l'accepter. Chacun a son degré d'acceptation, si on peut le dire ainsi, de variabilité, en tout cas, chacun sait ce qu'il peut supporter. Et c'est souvent une question qui est très importante à savoir jusqu'où est-ce que je peux aller, qu'est-ce que je peux supporter. C'est pour ça que j'avais fait un épisode où je disais accepter l'autre tel qu'il est ou sont séparés. C'est très important dès qu'on entre dans une relation, en tout cas dès qu'on veut entrer, on rencontre des gens, de les observer. Non seulement de nous connaître nous-mêmes, de connaître également nos défauts, parce qu'il faut qu'on sache ce qu'on va faire supporter aux autres. Et quand on entre dans une relation intime où on veut que ça marche, aller au long terme, comme on parlait dans un des précédents épisodes Book Club par rapport à ce que les femmes ne savent pas et que les hommes leur cachent dans le terme des relations, c'est très important du coup de savoir ce que l'autre va nous faire supporter dans le mariage, si on aspire au mariage bien évidemment, et de savoir ce qui va se passer à l'intérieur en observant de manière plus proche, ou en tout cas de poser ces questions. C'est sûr que tout le monde ne dit pas toujours tous ses défauts, mais en posant la question, ça amène également l'autre à se dévoiler d'une certaine manière et vous aussi, vous pourrez savoir, ok, est-ce que moi je suis capable d'accepter ça? Est-ce que moi je suis capable de tolérer ça? Ah oui, on n'est pas obligé de tout accepter. Chacun d'entre nous avons notre baromètre. Voilà, ça je peux, ça je peux, ça je ne peux pas, je suis désolée, ça ne marchera pas. Et il n'y a pas de problème. Je pense qu'en adoptant ce genre de mentalité là, ce n'est pas un jugement, c'est juste que la personne elle est telle qu'elle est, mais moi je ne peux pas, voilà, je ne peux pas, c'est aussi simple que ça. Quelqu'un d'autre pourra supporter, quelqu'un d'autre ne le pourra pas. J'en avais parlé également dans l'épisode sur les leçons que j'ai apprises du décès de ma grand-mère, où je disais qu'il y avait des gens, une des leçons c'était qu'il y avait des gens qui avaient des caractères tellement difficiles que c'était difficile pour les autres de pouvoir les aimer. Voilà, donc il faut se rendre compte de cela. Donc non seulement savoir nous-mêmes quels sont nos défauts et commencer à y travailler, parce que c'est une chose de dire, voilà, c'est mes défauts, je suis comme ça, acceptez-moi comme ça, alors que c'est des trucs très complexes. On peut commencer déjà à les régler. On peut déjà commencer à travailler sur ce qui ne va pas, nos problématiques, voilà. Comme on l'avait dit dans le précédent épisode, aller en thérapie s'il y a besoin, aller spirituellement s'il y a besoin, en tout cas, aller auprès de Dieu. Chacun maintenant a son baromètre, a ses outils, si on peut dire comme ça, ses aides différentes qui sont disponibles. Donc, c'est la première des choses que j'ai trouvé vraiment très intéressante. Ne pas juste regarder au bon côté, à ce qu'on admire chez les gens, mais également regarder aux défauts. Nos propres défauts et les défauts des autres et de savoir si ces défauts-là pourront s'accorder ensemble. Ensuite, deuxième clé pour réussir, parce qu'au final, cette clé, la première des clés là, elle va également matcher au travail. Elle va matcher également avec des collaborateurs. Au moment d'employer certains collaborateurs, voilà, c'est pour ça qu'on parle souvent de période d'essai. On va pouvoir voir des choses. Est-ce qu'on pourra aller plus loin ensemble? Est-ce qu'on pourra s'associer? Quand on parle souvent d'associations entre amis qui vont créer des sociétés ensemble, il y a des défauts. C'est bien, nous sommes amis, ça marche, mais en tant que business partner, ça ne marche plus. En tant que, voilà, nous sommes potes, mais dans une relation en tant qu'amant, en tant que conjoint, en tant qu'époux, c'est juste pas possible. Voilà, c'est juste pas possible. Donc, il faudra bien se les poser, ces genres de questions-là, et même par rapport à nous-mêmes. Deuxième clé pour le succès que nous partage Sherlock Holmes, une clé tellement vitale, profonde, c'est l'ignorance stratégique. Voilà, l'ignorance stratégique, oublier tout ce qui ne nous sert pas, on n'a pas besoin de tout savoir. Dans un de mes épisodes au début de l'année sur The Bank Life, j'avais parlé de l'ignorance. Je te le mettrai en lien, bien évidemment, et je t'invite à aller l'écouter. Le fait que nous, aujourd'hui, avec l'hyper-connectivité que nous avons en plus aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout ce qui sort tous les jours, les médias, voilà, on est tout le temps bombardé d'informations. Pas juste de pub, pas juste dans le terme distraction, mais d'informations qui sont également intéressantes, que ce soit au niveau de l'éducation, avec les podcasts. Il y a des milliers, des millions de podcasts, des milliers, des milliards de vidéos instructives sur YouTube qui sont bien. Il y a des formations par milliers également, en tout cas sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Il y a tellement de comptes en ce qui concerne l'instruction que nous sommes bombardés d'informations littéralement. Mais la question à se poser, c'est que fait-on de ces informations? Parce qu'une information qui n'est pas mise en pratique ne sert à rien. Elle n'est qu'une distraction parmi tant d'autres, même si on a l'impression que nous sommes en train d'apprendre quelque chose, même au niveau des livres, même au niveau, voilà, tout ce qui va être comme un canal d'information que nous allons recevoir, si ça ne nous est pas utile là, c'est inutile. Voilà, c'est ce que vraiment Sherlock Holmes nous dit, ça ne me sert à rien, je n'en ai pas besoin. Je vais vous lire un extrait parce que ça m'a
tellement impacté et je trouve que ça va nous aider parce que au-delà du fait qu'on est bombardé par des informations, mais nous-mêmes aussi, nous sommes fatigués par l'excès d'informations, on ne se rend pas compte en fait. Quand on prend un pas en retrait, et j'avais déjà fait cette expérience personnelle-là, quand on se retire un peu, on se rend compte à quel point le monde est bruyant, à quel point nous sommes fatigués, notre cerveau tourne tout le temps, avec toutes les informations qu'on reçoit, les bonnes comme les moins bonnes, voilà. Tout ce qui est bon n'est pas obligatoirement pour nous. Alors, je vais maintenant lire l'extrait. Il dit ceci. Ça, c'est Watson qui va dire ça, qui en observant Sherlock Holmes, nous le dit. Ses ignorances étaient aussi remarquables que sa science. De la littérature contemporaine, de la philosophie et de la politique, il ne semblait savoir à peu près rien. Un jour que je citais Thomas Carlyle, il me demanda le plus naïvement du monde qui il était et ce qu'il avait fait. Ma surprise atteignit son paroxysme quand j'ai découvert incidemment qu'il ignorait la loi de Copernic et tout le système solaire. Qu'un être humain instruit, vivant en ce 19e siècle, ne sût pas que la Terre tourne autour du Soleil, me semblait un fait si extraordinaire que Qu'un être humain instruit, vivant en ce 19e siècle, ne sût pas que la Terre tourne autour du Soleil, me semblait un fait si extraordinaire que j'avais peine à y croire. Sherlock Holmes lui dit maintenant. Vous paraissez étonné, dit-il en souriant de ma surprise. Mais maintenant que je sais cela, je vais faire tout mon possible pour l'oublier. Pour l'oublier? Voyez-vous, expliqua-t-il, le cerveau est comme un petit grenier, d'abord vide. Notre affaire est de le garnir de meubles de notre choix. L'étourdi l'encombre de tout le fracas qu'il trouve sur son chemin, et pour faire de la place, il se débarrasse des connaissances qui auraient pu lui être utiles. Au mieux, il les entasse pêle-mêle avec quantité d'autres, il ne peut plus mettre la main dessus quand il en a besoin. Au contraire, le travailleur intelligent choisit avec discernement ce qu'il range dans sa cervelle. Il ne s'occupe que des choses utiles, mais il en possède une grande variété qu'il tient en ordre. L'erreur est de s'imaginer que ce petit grenier a des murs élastiques indéfiniment extensibles. Soyez sûr qu'à un moment donné, chaque nouvelle acquisition prend la place d'une ancienne. Il importe donc, du coup, de ne pas laisser les connaissances superflues évincer celles dont on a besoin. Mais le système solaire, fige, dit Watson. Et là, Sherlock Holmes lui dit, qu'est-ce que vous voulez que cela me fasse? Coupa-t-il avec impatience. Vous dites que nous tournons autour du Soleil. Si nous tournions autour de la Lune, cela ne ferait pas 2 sous de différence pour moi et pour mes travaux. C'est particulier, n'est-ce pas? De se dire, en fait, on n'a pas besoin de tout. Et donc, pour nous, aujourd'hui, pour réussir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est important de choisir ce que nous allons apprendre, de choisir ce que nous allons écouter, parce que cela nous est utile maintenant ou à long terme, et de faire attention à tout le brouhaha qui est autour, parce que ça prend de la place dans notre tête. Bon, maintenant, d'autres scientifiques, d'autres neuroscientifiques pourront dire le contraire par rapport à l'extensibilité, voilà, du cerveau, toutes ces choses-là, la neuroplasticité, etc., par rapport à l'acquisition des connaissances, parce que nous connaissons des gens qui ont des connaissances tellement variées. Mais toi et moi, le fait est que, pour la plupart d'entre nous, nous emmagasinons des informations inutiles pour nous. Des informations sur les célébrités, des informations sur le gossip, voilà, toutes les tragédies qui se passent, en tout cas toutes ces choses qui ne nous servent pas vraiment par rapport à l'avancée de notre vie, par rapport à notre bonheur, par rapport à notre bien-être. Et plus souvent que nous ne l'imaginons, ça nous dessert plutôt. Parce que ne voir que des informations négatives, même si on se dit voilà, c'est pour de la distraction, ça nous affecte. C'est comme ce que je disais dans un des épisodes où je disais qu'est-ce que tu regardes. Nous regarder peut-être par exemple que voilà, des trucs sur le crime, ces choses-là qui sont négatives, qui nous impactent, peuvent nous impacter de manière inconsciente sans qu'on ne se le rende compte. Vous voyez, c'est un exemple parmi tant d'autres, même dans la connaissance. À quoi est-ce que ça te servirait de savoir telle information par rapport à ton quotidien, par rapport à où tu veux aller? Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir, et je ne pense pas que c'est ce qu'ils disent, qu'il ne faut pas avoir des connaissances dans le terme de la distraction, dans le sens des hobbies, mais les sélectionner.
Sélectionner ce qu'on écoute, ne pas juste se laisser bombarder, ne pas juste être une éponge comme ça qui reçoit tout et n'importe quoi. Ne pas s'exposer à tout, à n'importe quoi. C'est un choix de vie. Et qui va tellement nous faire du bien parce qu'on a de la place, notre cerveau est reposé et on pourra choisir consciencieusement les informations qu'on va récupérer, les études qu'on va faire, les informations, les connaissances qu'on va avoir parce qu'elles nous servent. Si elles ne nous servent pas, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Voilà, ça peut être un intérêt d'ouverture, hein. Par exemple, moi, j'aime beaucoup regarder des documentaires voilà, en termes de voyage. Ça me sert parce que voilà, ça m'amène à rêver, ça m'amène à regarder, à connaître la culture des autres. Est-ce que ça veut dire que je vais connaître parfaitement? Non, je ne connais pas parfaitement et je ne cherche pas à tout retenir. Mais ça m'ouvre, moi, ça me permet de savoir qu'il y a autre chose que moi. C'est un exemple. Voilà, l'information en tant que telle ne m'est pas utile, donc je ne connaîtrai pas toutes les villes, toutes ces genres de choses-là, parce que ça ne me sert pas vraiment. Mais la culture, la nature, toutes ces choses-là m'intéressent parce que je suis intéressée par le voyage. Vous voyez? Donc il faut faire certains liens, certains choix. Tout ce à quoi on dit oui, c'est des choses qu'on dit non. Alors si au niveau de ta vie c'est un peu compliqué, essaie de regarder tout ce que tu reçois au quotidien et comment cela t'affecte. C'est ce que Sherlock Holmes nous dit, on n'a pas besoin de tout savoir. Donc il est temps de commencer à être vraiment très sélectif. Parce qu'il faut se rappeler, et on le sait aujourd'hui, que les GAFAM, toutes ces sociétés, toutes ces entreprises et tout, bah, ils luttent pour notre attention. Et aujourd'hui, on voit bien que notre attention a tellement régressé. Les études dernièrement prouvaient qu'on avait l'attention d'un poisson rouge. Voilà, c'est triste, hein? C'est triste, donc faisons attention. Troisième clé du succès d'après Sherlock Holmes, c'est de devenir un fin observateur. De s'intéresser aux autres, non seulement pour arrêter de se faire avoir, mais également pour améliorer ses relations et pouvoir discerner avec qui avancer ou ne pas avancer. Le propre des romans policiers, c'est souvent basé sur l'observation. Voilà, les enquêtes, on observe, on regarde ce que les autres n'ont pas vu pour déterminer qui est le meurtrier ou pas. Et ici, Sherlock Holmes pousse assez le bouchon parce que pour avoir fait le comparatif entre Hercule Poirot et lui, voilà, c'est un peu plus poussé. Hein, voilà, c'est un peu plus poussé dans le terme, dans le sens de déduire des choses par rapport à l'observation, ce que quelqu'un travaille, ce qu'il fait par rapport voilà, à ses mimiques, tout ça. Donc c'est assez intéressant. Voici un extrait que je voudrais te lire. L'auteur s'attachait, donc c'est Watson qui lisait un article qui avait été créé par Sherlock Holmes, mais il ne le savait pas. L'auteur s'attachait à démontrer qu'un esprit observateur peut, à l'aide d'un examen consciencieux et systématique, apprendre à connaître toutes les personnes qu'il rencontre. L'auteur prétendait qu'il suffisait d'une expression fugitive, du mouvement d'un muscle, de l'éclair d'un regard pour deviner les pensées les plus secrètes d'un homme. D'après lui, une personne habituée à l'observation et à l'analyse ne pouvait s'y tromper. Pour nous, comment est-ce que cela va s'appliquer? Ça va s'appliquer, si on peut le dire, non. Pour nous, comment est-ce que cela s'applique? C'est en regardant. Vous voyez, on est tellement focalisé sur nous, on est tellement focalisé toujours avec nos téléphones aujourd'hui, tout le monde a la tête baissée, qu'on ne regarde plus les gens. On n'observe plus vraiment les gens. Même quand on discute, on ne discute pas pour échanger, on discute pour dire ce que nous avons à dire. Or, nous perdons tellement d'informations en omettant de regarder les gens, regarder leurs actions, écouter ce que les gens disent et voir si leurs actions concordent avec ce qu'ils ont dit. C'est ce qui était dit dans le précédent book club, comment bien choisir un conjoint, comment bien sélectionner un homme avec lequel on voudrait potentiellement se marier, vivre une relation profonde, épanouie, tout ça. C'est l'observation. Regardez les gestes des gens, parce que les gens peuvent se cacher, les gens peuvent avoir, voilà, mentir, tout ce genre de choses-là. Oui, effectivement, mais la répétition, le temps, nous montre toujours le vrai visage des gens. Parce que nous marchons selon des schémas automatiques, des schémas habituels. Et donc, en observant, si on prend le temps d'observer les gens, on va pouvoir déduire certaines informations d'elles, même si leur bouche dit des choses, parce qu'on aura observé, on aura vu comment la personne se comporte, comment elle parle aux autres. Parce que les gens peuvent faire semblant vis-à-vis de nous, mais comment est-ce qu'ils parlent aux autres? Comment est-ce qu'ils parlent des autres? Qu'est-ce qui sort de leur bouche régulièrement? Vous voyez, ce genre d'information-là vient de l'observation et vont pouvoir nous aider à identifier le véritable caractère de la personne qui est en face de nous. Bien sûr, il y a toujours des psychopathes d'un plus haut rang, mais la plupart d'entre nous n'avons pas des psychopathes d'un plus haut rang dans notre entourage. Donc, si
si on veut améliorer que ce soit des relations de business, que ce soit des relations personnelles, des relations amicales, des relations au boulot, pouvoir mieux s'épanouir, ça passe par bien évidemment avoir de meilleures relations. Savoir sélectionner les gens qui seront dans notre cercle personnel, notre cercle proche, parce que les gens qui sont autour de nous vont influencer la trajectoire de notre vie, c'est indéniable. J'avais parlé de ça dans un épisode de Mindset sur The Bank Life que je te mettrai en lien. Nous sommes la somme des 5 personnes, je crois c'est non, c'est pas Brian Tracy, je sais plus c'est qui avait dit cela. Je te dirai qui a dit cela. Nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui nous passons le plus clair de notre temps. Donc, ils nous influencent. C'est pour ça que dernièrement, ces dernières années, on a beaucoup parlé des relations toxiques, toutes ces choses-là. Donc oui, ça a de l'impact. Donc, en observant les gens, on pourra mieux identifier qui sont ces personnes-là. Peu importe ce qu'elles nous disent, leurs actions ne mentent jamais. Il faut qu'il y ait une corrélation. En observant les mimiques, tout ce genre de choses-là vont nous permettre de mieux détecter les gens. Et ça va nous aider et nous sauver la vie la plupart du temps également. Sauver nos affaires, sauver notre business. Voilà, ce n'est pas tout. Il n'y a pas que ça comme information. Nous sommes d'accord. Il n'y a pas que ça comme variable, mais ça a du poids. Et aujourd'hui, nous observons moins les gens, nous ne regardons pas, nous voyons ce que nous voulons voir. Voilà, nous sommes tellement distraits, nous ne savons plus regarder les gens, nous ne sommes plus patients. Donc les gens nous montrent une chose et directement, allez, on saute dans le wagon. Non, il faut observer les gens. Même par rapport aux relations que nous avons présentement, j'en avais parlé dans une mémoire d'éléphant. Le fait qu'il fallait demeurer curieux par rapport à nos amis. Oui, on demeure curieux, on observe continuellement son conjoint, ses enfants. Toujours être dans l'observation, ça permet d'améliorer parce qu'on va pouvoir détecter des choses, on va pouvoir voir quand l'un ou l'autre ne se sent pas trop bien, quand il y a... Voilà, vous voyez, on devient une meilleure personne dans les relations, si on peut dire comme ça, de manière un peu kitsch. Mais ça va nous aider. Donc, devenons des personnes un peu plus observatrices. Voilà, ça va vraiment changer nos vies. Je le pense sincèrement. En observant, en regardant, on voit des choses. En tout cas, moi j'ai commencé à voir des choses. On passe à la 4e et dernière clé du succès, de la réussite que Sherlock Holmes nous partage. Alors, la 4e clé pour réussir dans sa vie, vivre le bonheur au quotidien, c'est le pouvoir des compliments. Oui, on en revient encore au pouvoir des compliments. Les relations sont vitales. Peu importe ce que TikTok, Insta, machin veut nous dire, on a besoin des relations. Ce sont les relations qui ouvrent des portes à de nouveaux marchés. Les relations sont puissantes. Donc, on a intérêt à bien les capitaliser, à bien les entretenir. Et les compliments sont puissants dans ce terme-là. J'en avais parlé déjà dans un épisode intitulé « Le pouvoir des compliments » que je te mettrai en ligne, que tu retrouveras dans la playlist. Et j'en avais parlé également dans les 10 leçons, voilà, pour avoir de meilleures relations, 10 clés, voilà, 10 choses à prendre en compte. Les compliments. On les néglige le temps, mais j'ai déjà parlé beaucoup ici des compliments. Complimentons les gens. Voici un extrait, justement, pour te montrer que même Sherlock Holmes n'est pas infaillible au compliment. Personne n'est infaillible au compliment. Voici ce que Sherlock Holmes dit. Je ne m'étendrai pas davantage sur cette affaire, docteur. Vous savez qu'un magicien perd son prestige en expliquant ses tours. Si je vous révélais toute ma méthode, vous penseriez qu'après tout, je suis un type ordinaire. Donc, c'était une conversation qui avait déjà commencé. Watson lui dit ceci. Je ne penserai jamais une chose semblable, répondis-je. Jamais personne ne saurait mieux que vous ériger en science exacte la recherche des criminels. Et voici l'observation que Watson fait. Mon compagnon, c'est Sherlock Holmes, rougit de plaisir. Autant de mes paroles que de l'enthousiasme avec lequel je les avais prononcées. J'avais déjà remarqué qu'il était aussi sensible à un compliment sur son art qu'une jeune fille peut l'être à une flatterie touchant sa beauté. Oui, personne n'est insensible aux compliments. Faisons des compliments. C'est gratuit, mais ô combien puissante. Comme une parole de sagesse dit, une parole douce, voilà, apaise, fait du bien à l'âme. Faisons des compliments. Vous ne savez pas quelle porte, vous ne savez pas la vie de qui vous pouvez sauver grâce à un compliment. Dans l'épisode sur le pouvoir des compliments, j'expliquais justement un peu comment j'avais commencé à mettre en application et ce que j'avais pu observer de ce simple acte-là. En regardant, en personnalisant les compliments, bien évidemment. Vous voyez ici, le docteur lui disait qu'il avait... C'était le fait de complimenter sur l'art de Sherlock Holmes, voilà, sur sa technique, sa méthode et tout, qui a tellement touché son interlocuteur.
Regardons autour de nous, nos amis, nos parents, faisons des compliments, que ce soit la cuisine, voilà, ça fait du bien. Quand quelqu'un cuisine pour vous, vous lui dites « Ah, j'ai très bien mangé, je te remercie, c'était délicieux ». Alors, quand vous complimentez votre serveur, je vous assure, la personne qui vous sert au restaurant, le service passe en top qualité. Oui, merci, c'est avec plaisir. Non, voilà, c'est simple mot. Au lieu de vous dire que c'est un acquis, votre service à table changera. On est tous comme ça à complimenter votre collègue sur la qualité de son travail. Toutes ces choses-là vont changer, vont améliorer votre quotidien. Bien évidemment, il y a des gens toujours ronchons. Vous allez me dire, oui, bon, eux, on ne peut rien y faire, mais complimenter. Alors, complimenter quelqu'un, vous voyez, elle est très bien habillée. Oh là là, tu t'es mis en beauté aujourd'hui, voilà, ça te va super bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et quand on fait du bien aux autres, ça nous fait également du bien. Parce que rappelez-vous, il y a une parole de sagesse qui dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc au lieu de toujours chercher à être la personne qui reçoit les compliments, donnons-les aussi. À votre influenceuse favorite, laissez un message. Laissez un commentaire, vraiment merci, vraiment j'apprécie. Ça fait toujours du bien. Voilà, ça fait toujours du bien. Si vous avez quelqu'un que vous admirez, dites-le lui. Voilà, votre conjoint, dites-le lui, même si vous êtes ensemble depuis 20 ans, depuis 30 ans, dites toujours les compliments parce que c'est quand on prend les gens pour acquis qu'au final, les relations se détériorent. Avec votre banquier, oui, les compliments font de meilleures relations. Quand vous faites votre message que vous envoyez à votre banquier, dites je vous remercie, vraiment merci pour votre travail, votre assistance. Grâce à vous, c'est un compliment. Voilà, c'est un compliment. Nous sommes dans une société aujourd'hui très froide, je trouve très froide. Et en ce moment, pourquoi les relations, ça va plus? On a perdu ces simples bonnes habitudes que les gens avaient dans le temps. Vous arrivez chez votre boulanger, il vous sert, merci, vraiment le pain est toujours délicieux et tout. Voilà, j'aime toujours le service. Ce genre de petits mots là, ce genre de petites attentions là. Vous allez au marché, voilà, chez votre maraîcher préféré. Ah, vos fruits sont toujours délicieux. Voilà, des simples mots. Hein, on complimente le travail des autres, on complimente l'art des autres, les gens se sentent valorisés, les gens se sentent appréciés et assurément c'est comme un château de cartes, là, c'est comme un effet boule de neige. Ça fait du bien aux autres, ça vous fait également du bien. En tout cas, je l'ai expérimenté, je valide et je vous encourage à essayer. Donc, voilà nos 4 clés du succès aujourd'hui. C'est pas de morning routine ou autre, voilà, investir comme ça, non. Les choses souvent très simples qui vont impacter nos relations sont les choses qui vont le plus peser dans notre vie. Et on ne se rend pas compte. La plupart d'entre nous aujourd'hui, nous sommes dans une société très déprimée. On parle encore des chiffres, en tout cas moi je cherche souvent, j'écoute souvent ce genre d'informations, je cherche souvent ce genre d'informations là. Et aujourd'hui, malgré tout ce qu'on a aujourd'hui, les sociétés occidentales sont les plus déprimées. Franchement, cherchez l'erreur. J'en avais parlé dans le dernier épisode où je parlais des choses simples qui nous font du bien par rapport à cette dépression, ces troubles qu'on peut avoir au quotidien. Travaillons sur nos relations, donnons plus. Hein, ne regardons pas juste à ce qu'on va recevoir, donnons plus, des choses simples. Ok? Donc voilà nos 4 clés. Dites-moi ce que vous en avez pensé. J'attendrai vos retours. Est-ce que c'est des choses que vous appliquez déjà? En tout cas, moi, je m'attelle à les appliquer. C'est pas toujours évident, surtout dans le domaine de l'ignorance, l'ignorance stratégique. Franchement, je dois beaucoup travailler dessus. Je dois énormément travailler sur l'ignorance stratégique. On veut tellement tout savoir, on veut tout, mais on ne peut pas tout savoir. On ne peut pas tout connaître, on ne peut pas tout expérimenter. C'est ce qui nous fait tellement souffrir. En tout cas, voilà pour nous pour aujourd'hui. On se retrouve pour le prochain épisode. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et que Dieu vous bénisse. Ciao!